La Chambre d'appel est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant, en dépit de sa connaissance de crimes liés à la détention commis au centre culturel de Vitez et au poste vétérinaire de Vitez, a omis de punir ses subordonnés responsables sur qui il était en mesure d'exercer un contrôle effectif et a omis de présenter un rapport relatif aux infractions dont il était conscient aux autorités compétentes. En conséquence, l'appelant est coupable, conformément au chef d'accusation 15, de violation grave des conventions de Genève, traitement inhumain en vertu des articles 2b et 7.3 du statut. En ce qui concerne les chefs d'accusation 17 et 18, la Chambre de première instance a reconnu l'appelant coupable de prise d'otages, premièrement aux fins d'échange de prisonniers et deuxièmement aux fins de dissuasion des opérations militaires de l'ABIH contre le HVO. La Chambre de première instance a observé que l'appelant n'a pas donné l'ordre pour que des otages soient pris ou utilisés, mais que certains détenus étaient menacés de mort afin d'empêcher la progression de l'ABIH sur Vitez et que l'appelant était responsable du fait d'avoir ordonné la défense de Vitez. La Chambre d'appel considère que la responsabilité criminelle de l'appelant ne résulte pas du choix illicite d'aucun pour exécuter son ordre légitime. Il n'y a pas nécessairement de lien de causalité entre un ordre de défense d'une position et la prise d'otage, et la Chambre de première instance a eu tort de le déduire. La conclusion de la Chambre de première instance n'est pas étayée par les moyens de preuve et aucun juge de fait n'aurait pu raisonnablement parvenir à la dite conclusion. Les conclusions de la Chambre de première instance relatives à la prise d'otage sont annulées. Pour ce qui est des chefs d'accusation 19 et 20, la Chambre de première instance a estimé que l'appelant avait donné l'ordre d'utiliser les détenus comme boucliers humains pour protéger son quartier général à l'hôtel Vitez le 20 avril 1993, ce qui a infligé aux personnes concernées des souffrances mentales considérables. L'utilisation de prisonniers de guerre ou de détenus civils comme boucliers humains est interdite par les dispositions des conventions de Genève et peut constituer un traitement inhumain ou cruel en application respectivement des articles 2 et 3 du statut où se trouvent les autres éléments de ces crimes. L'utilisation de détenus protégés comme boucliers humains représente une violation des dispositions des conventions de Genève, indépendamment du fait que ces boucliers humains aient été effectivement attaqués ou qu'il y ait eu atteinte à leur intégrité physique ou morale. En effet, l'interdiction vise à protéger les détenus pour qu'ils ne soient pas exposés au risque d'atteinte à leur intégrité physique et mentale, et non seulement pour qu'ils ne soient pas exposés à l'atteinte à leur intégrité physique et morale. Dans la mesure où la Chambre de première instance a considéré l'intensité des bombardements de Vitez le 20 avril 1993, cette considération était superflue à l'analyse d'une infraction aux dispositions des conventions de Genève, mais peut être pertinente pour déterminer si l'utilisation de détenus protégés comme boucliers humains représente un traitement inhumain aux fins de l'article 2 du statut. La Chambre de première instance n'a été saisie d'aucun moyen de preuve lui permettant de conclure que l'appelant a concrètement donné l'ordre d'utiliser les détenus comme boucliers humains. La Chambre d'appel constate que le raisonnement suivi par la Chambre de première instance pour conclure à la responsabilité de l'appelant pour avoir concrètement ordonné l'utilisation de détenus civils comme boucliers humains est défectueux. Une conclusion portant sur les faits suivant laquelle des détenus ont été en fait utilisés comme boucliers humains lors d'une occasion précise n'aboutit pas à la conclusion que l'appelant ait donné l'ordre positif de le faire. Une condamnation au titre de l'article 7.1 ne se limite pas toutefois à l'acte positif de donner des ordres. La Chambre d'appel remarque que l'appelant a été inculpé dans le deuxième acte d'accusation modifié pour avoir, par le truchement d'actes et d'omissions planifiés, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé ou encouragé à planifier, préparer ou exécuter les traitements illicites et inhumains de musulmans de Bosnie. Par conséquent, le
deuxième acte d'accusation modifié, mais à juste titre l'appelant en accusation pour d'autres formes de participation en sus de l'acte positif consistant à donner des ordres, et ce conformément à l'article 7.1 du statut. Il convient de préciser notamment que la responsabilité criminelle pour omission en application de l'article 7.1 du statut est envisagée expressément par le deuxième acte modifié, par le deuxième acte d'accusation modifié. La Chambre d'appel considère que l'utilisation de détenus comme bouclier humain a représenté une atteinte grave à leur intégrité mentale ainsi qu'une attaque sérieuse à la dignité humaine et conclut que la condamnation de l'appelant pour l'utilisation de boucliers humains conformément au chef d'accusation 19 était exacte quant au fond. Néanmoins, en l'absence d'éléments de preuve indiquant qu'il a donné l'ordre positif d'utiliser des boucliers humains, la responsabilité criminelle de l'appelant est exprimée en bonne et due forme comme une omission en application de l'article 7.1 tel que indiqué dans le deuxième acte d'accusation modifié. En conséquence, la Chambre d'appel conclut que les éléments qui constituent le crime de traitement inhumain ont été trouvés et que conformément à l'article 7.1, l'appelant est coupable des traitements inhumains des détenus provoqués par leur utilisation en tant que bouclier humain en application de l'article 2b du statut. Et le dernier moyen d'appel est l'appel contre la sentence. La Chambre de première instance a condamné l'appelant à une peine de 45 ans de prison et l'appelant a interjeté appel de cette sentence. L'appelant avance que la sentence qui lui a été imposée devrait être annulée. Lors de jugements précédents, la Chambre d'appel a mis en exergue le fait que la décision relative à la sentence est une décision discrétionnaire et qu'il n'est pas opportun d'établir une liste définitive de principes directeurs relatifs à la sentence. La décision relative à la peine doit toujours être prise en fonction des faits afférents à chaque affaire particulière et la culpabilité individuelle de l'auteur des crimes. En l'espèce, la Chambre d'appel a entendu plusieurs arguments présentés par l'appelant contre la sentence de la Chambre de première instance. Ces arguments ont été pris en considération dans le jugement de la Chambre d'appel, mais ne seront pas abordés pour l'essentiel lors de cette audience par souci de brièveté. Toutefois, la Chambre d'appel considère qu'il était erroné de la part de la Chambre de première instance d'avancer que, et je cite, « il n'est pas possible d'identifier quels faits seraient concernés par les différents chefs d'accusation que ceux supportant la poursuite et la condamnation au titre du chef d'accusation numéro 1. Persécution. » Fin de citation. Étant donné qu'il n'est pas possible d'identifier quels faits seraient concernés par les différents chefs d'accusation, il n'est pas non plus possible d'aboutir à différentes condamnations. Soit une personne accusée est coupable de différents crimes, constitués par différents éléments qui peuvent parfois se chevaucher, mais jamais entièrement, soit l'accusé est condamné pour le crime comportant les éléments les plus spécifiques et les autres chefs d'accusation où ces éléments font l'objet de répétition sont rejetés comme étant cumulatifs, ce qui n'est pas permis. La Chambre d'appel conclut que le raisonnement de la Chambre de première instance comporte une erreur de droit. La Chambre de première instance a également commis une erreur en ne parvenant pas à considérer les remords réels et sincères de l'appelant comme une circonstance atténuante et en considérant son intention de discrimination comme un facteur aggravant compte tenu de sa condamnation pour persécution. La Chambre d'appel a fait droit à une partie de l'appel de l'appelant contre sa sentence. Dans ce cas d'espèce, toutefois, l'application des critères établis pour la révision de la sentence ne serait pas opportune. Dans le cadre de cet appel, la Chambre d'appel est amenée non pas simplement à affirmer ou à réviser la sentence imposée par la Chambre de première instance, mais plutôt à prononcer une nouvelle sentence. Et au lieu de réviser la sentence de la Chambre de première instance, la Chambre d'appel va la remplacer par sa propre sentence motivée sur la base de ses propres conclusions, fonction que la Chambre d'appel considère pouvoir assumer dans cette affaire sans renvoyer l'affaire à la Chambre de première instance. La Chambre d'appel
remarque qu'aucune preuve n'a été présentée pour suggérer la mauvaise conduite de l'appelant, mais que plusieurs témoins ont insisté sur sa bonne moralité, son traitement équitable des musulmans de Bosnie, à la fois avant et pendant la guerre, son absence de partialité contre les musulmans de Bosnie et son professionnalisme en tant que soldat. Des preuves relatives au respect qu'éprouvaient pour lui ses opposants de l'ABH ont aussi été avancés et plusieurs témoins ont attesté qu'il s'agissait d'un homme de devoir. De plus, l'appelant est père de jeunes enfants. Lors de sa discussion des facteurs pertinents à la sentence, la Chambre d'appel a identifié les facteurs suivants comme des facteurs aggravants prouvés au-delà de tout doute raisonnable. Premièrement, la position de l'accusé en tant que colonel du HVO et sa position en tant que commandant des forces régionales dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Et deuxièmement, le fait que de nombreuses victimes des crimes dont a été jugé coupable l'appelant étaient des civils. En tant que circonstances atténuantes prouvées sur la base de l'hypothèse la plus probable, nous avons dans un premier temps la reddition volontaire de l'appelant au tribunal international. Deuxièmement, ses remords exprimés de façon sincère et véritable. Troisièmement, sa bonne moralité et l'absence de casier judiciaire préalable. Quatrièmement, sa bonne conduite pendant le procès et lors de sa détention. Cinquièmement, ses circonstances personnelles et familiales, notamment son mauvais état de santé. Sixièmement, le fait qu'il a été détenu pendant plus de 8 ans en attendant le verdict final. Et septièmement, ces circonstances particulières au début de la guerre et durant cette dernière. L'article 87C stipule qu'une chambre peut décider d'exercer son pouvoir d'imposer une sentence unique en tenant compte de la totalité de la conduite criminelle de l'accusé, et la chambre d'appel décide d'imposer une sentence unique dans cette affaire, étant donné que la conduite criminelle pour laquelle il a été condamné fait partie d'un comportement général similaire et s'est produite dans un contexte temporel limité. I shall now read the operative paragraphs. Je vais maintenant vous donner lecture des paragraphes du dispositif du jugement de la Chambre d'appel, donc du dispositif dans son intégralité. Monsieur Blaskic, veuillez vous lever, je vous prie. Here is the disposition. For the foregoing reasons. Voici le dispositif. Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 25 du statut et des articles 117 et 118 du règlement, vu les écritures respectives des parties et leurs exposés aux audiences des 16 et 17 décembre 2003, siégeant en audience publique, rejette le moyen d'appel soulevé par l'appelant relatif à la violation du droit à une procédure régulière. Accueille à la majorité, le juge Weinberg de Roca étant en désaccord, le moyen d'appel soulevé par l'appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Armici, Chantici, Pirici et Nadiozi le 16 avril 1993. Annule les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre en application de l'article 7.1 du statut pour ces crimes. Chef 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et annule les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre en application de l'article 7.3 du statut pour ces crimes. Chef 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Accueille à l'unanimité le moyen d'appel soulevé par l'appelant concernant sa responsabilité pour les crimes
commis dans la municipalité de Vitez ailleurs qu'à Armici, Chantici, Pirici et Diozzi en avril, juillet et septembre 1993. Annule les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre en application de l'article 7.1 du statut pour ces crimes. Chef 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et annule les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre en application de l'article 7.3 du statut pour ces crimes. Chef 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Accueille à l'unanimité le moyen d'appel soulevé par l'appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Lontchari et Ocenici dans la municipalité de Busovaca en avril 1993. Annule les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre en application de l'article 7.1 du statut pour ces crimes. Chef 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 et dit que la Chambre de première instance n'a tiré aucune conclusion en application de l'article 7.1 du statut concernant les attaques lancées en janvier 1993 à Busovaca, pas plus qu'elle n'en a tiré en application de l'article 7.3 du statut concernant les crimes commis à Lontchari et à Ocenici en avril 1993. Accueille à l'unanimité le moyen d'appel soulevé par l'appelant concernant sa responsabilité pour les crimes commis en avril 1993 à Kiseliak. Annule la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre en application de l'article 7.1 du statut pour ces crimes. Chef 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 et dit que la Chambre de première instance n'a tiré aucune conclusion en application de l'article 7.3 du statut concernant ces crimes. Accueille à l'unanimité le moyen d'appel soulevé par l'appelant concernant sa responsabilité pour des crimes liés à la détention dans la mesure où il est fait droit à l'appel interjeté contre les déclarations de culpabilité prononcées en application de l'article 7.1 du statut sous les chefs 17, 18 et 20 et annule les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sous ces chefs. Confirme à l'unanimité les déclarations de culpabilité prononcées à l'encontre de l'appelant pour, premièrement, les crimes liés à la détention commis dans les établissements de détention en question, en application de l'article 7.3 du statut, chef 15. Deuxièmement, le fait d'avoir ordonné le recours à des personnes protégées pour construire des installations militaires de défense en application de l'article 7.1 du statut, chef 16. Et troisièmement, les traitements inhumains infligés aux détenus du fait de leur utilisation comme bouclier humain en application de l'article 7.1 du statut, chef 19, et dit que la Chambre de première instance n'a tiré aucune conclusion en application de l'article 7.3 du statut pour ce qui est du recours à des personnes protégées pour construire des installations militaires de défense, chef 15 et 16, de la prise d'otages, chef 17 et 18, ou des traitements inhumains infligés aux détenus du fait de leur utilisation comme bouclier humain, chef 19 et 20. Rejette pour le surplus l'appel interjeté par l'appelant contre les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre. Accueille partiellement à l'unanimité le moyen d'appel soulevé par l'appelant contre la peine et fixe à la majorité, le juge Weinberg de Roca étant en désaccord, une nouvelle peine. Condamne l'appelant à une peine de 9 années d'emprisonnement à compter de ce jour, la durée de la période passée en détention préventive, soit du 1er avril 1996 à ce jour, étant à déduire de la durée totale de la peine en application de l'article 101C du règlement. Ordonne, en application
des articles 103C et 107 du règlement que l'appelant reste sous la garde du tribunal international jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires pour ce transfert vers l'État dans lequel il purgera sa peine. Le présent arrêt est signé par les juges Mumba, Gouney, Schomburg, Weinberg de Roca et moi-même ce jour 29 juillet 2004 à La Haye, Pays-Bas. Le juge Schomburg joint une opinion individuelle relative à la peine. Le juge Weinberg de Roca joint une opinion partiellement dissidente. Madame la greffière, veuillez, je vous prie, distribuer des copies de l'arrêt aux parties. The accused may be seated. Monsieur l'accusé, vous pouvez vous asseoir. Well, this concludes the hearing. Ceci met un terme à l'audience. L'audience est levée. Rise, vous vous levez.